Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à la classe de lycéens qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être avec nous. C'est un très grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour cette deuxième leçon du cours « Le droit international de la science ». Vous voyez ici le programme à l'écran pour mémoire, et la leçon de ce matin est intitulée « Le droit de l'homme à la science », numéro 1, parce que c'est la première de 2 leçons consacrées au droit de l'homme à la science. Et son sous-titre est « Objet, titulaire et débiteur ». Alors, comme je viens de le dire, c'est la première de 2 leçons consacrées à la pièce maîtresse du droit international des sciences et de l'humanisme scientifique par le droit international, tel que je vous ai proposé de les concevoir la semaine dernière. Saisir ce que j'ai appelé le moment institutionnel international de la science, dont je vous ai dit, et je l'espère convaincu, qu'il était arrivé, implique d'abord de réanimer le droit de l'homme à la science, et notamment de réactiver sa conception institutionnelle et collective de 1948. Et ce sera le propos de ces 2 leçons, et notamment de celle de ce matin. Alors, pour mémoire, en même temps que le droit international des droits de l'homme posait une limite ultime au droit sous la forme de l'égalité des droits de la personne humaine en 1948, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, ce droit limitait aussi la science. Le droit de l'homme à la science, tel qu'il figure à l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que vous voyez ici à l'écran, est en effet à la fois une garantie de la science et de son autonomie et une limite de cette dernière. Ce droit de l'homme à la science est d'une part une garantie ultime hétéronome, parce qu'en dehors de la science, tant du cadre normatif et institutionnel autonome de la science que du droit de chacun et chacune d'y participer et d'en bénéficier librement et également. Mais c'est aussi, nous le verrons, d'autre part, une limite tout aussi ultime et hétéronome à la science, puisque celle-ci ne doit être protégée qu'en tant qu'elle est au bénéfice de la personne humaine. En la garantissant comme droit de l'homme, on demande, on exige qu'elle soit au bénéfice de la personne humaine. En bref, le droit de l'homme à la science a 3 dimensions que nous apprendrons à explorer aujourd'hui et la semaine prochaine. Il recouvre le droit d'accéder et de participer à la pratique scientifique, le droit d'accéder et de participer aux bienfaits de cette pratique, et à l'inverse, le droit d'en être protégé lorsqu'elle a des conséquences néfastes, ce qu'on pourrait nommer par opposition aux bienfaits de la science, les méfaits de la science ou de la pratique scientifique. Alors la guerre froide a malheureusement, je vous l'ai dit et je vous l'expliquerai ce matin, douché les espoirs qui avaient été soulevés par ce droit de l'homme à la science en 1948. Ce droit de l'homme a été mis en veille, dans une mise en veille forcée, et cette mise au placard du droit international des droits de l'homme aura duré près de 40 ans. Fort heureusement, je vous l'ai dit la semaine dernière, le droit de l'homme à la science est en passe de pouvoir enfin déployer tous ses effets grâce à une large entreprise de réanimation qui a débuté il y a une quinzaine d'années au sein des Nations Unies. Et il s'agira pour moi, dans ces 2 leçons, de vous présenter l'état de ces travaux de réanimation du droit de l'homme à la science, y compris l'état de mes propres travaux sur la question, dont vous avez ici une liste à l'écran. Vous retrouvez cette liste sur le site de la chaire, et au sein de chacune de ces références, vous trouverez de nombreuses autres références qui vous permettront, si vous le souhaitez, de découvrir plus avant les travaux qui existent sur le droit de l'homme à la science. Alors, dans cette première leçon, je vous propose d'abord une histoire des origines du droit de l'homme à la science, que j'ai appelée la Genèse, et ensuite un petit guide théorique de ce droit, en commençant ce matin par son objet, ses titulaires et ses débiteurs. La semaine prochaine, dans la deuxième leçon, consacrée au droit de l'homme à la science, eh bien, je terminerai ce petit guide théorique du droit de l'homme à la science avec une étude de son champ, de son contenu et de ses limites. Alors je commence tout de suite avec cette genèse internationale du droit de l'homme à la science. En 1948, je vous l'ai dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 27, paragraphe 1, déclare le droit de l'homme de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Depuis 1966, c'est ce que vous voyez à droite du tableau, ce droit est également garanti, cette fois de manière contraignante, donc de manière obligatoire, par l'article 15.1b du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu'on appelle le PIDESC. Remarquez, c'est pour ça que je vous présente un tableau comparatif, la formulation a changé. Aujourd'hui, c'est l'article 15 qui vaut de manière obligatoire, et dans l'article 15, vous voyez que le droit de l'homme à la science n'est plus garanti comme il était en 1948, il est garanti en tant que droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Et vous savez qu'en droit, chaque mot compte, et nous verrons pourquoi ce matin. Ce qui est intéressant aussi dans cet article, et nous en parlerons, c'est que l'une des dimensions du droit de l'homme à la science, la liberté de la recherche scientifique, a été extirpée du paragraphe 1b pour être garantie séparément et spécifiquement au paragraphe 3 de l'article 15, mais aussi, nous le verrons, à l'article 19, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Alors, après la présentation des origines de l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration, je vous présenterai sa mise en veille intentionnelle, à mon avis, et pas du tout accidentelle, par l'article 15.1b du PIDESC. Et enfin, dans un troisième point, je vous présenterai les raisons de son réveil récent et le potentiel de ce réveil. Alors, je commence avec le premier point, l'institutionnalisme scientifique d'après-guerre et les origines de l'article 27.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 27.1, que je vous remontre à nouveau, est issu du consensus très mertonien, puisque capturé très bien dans la pensée de Robert Merton que je vous ai exposé la semaine dernière, donc est issu de ce consensus très mertonien qui a vu le jour durant les années 40 aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, la science était conçue à l'époque comme une institution sociale qui devait être instituée et garantie juridiquement, et dont le cadre institutionnel devait être organisé en droit public. Alors, je n'entrerai pas ce matin dans les détails des garanties de droit public national du droit de l'homme à la science, donc celles qui précèdent sa garantie internationale. Certaines de ces garanties nationales remontent au XIXe siècle, comme c'est le cas en Allemagne ou aux États-Unis. La plupart de ces garanties nationales, qui précèdent la garantie internationale du droit de l'homme à la science, ne prennent toutefois pas la forme d'un droit fondamental, et lorsque c'est le cas, eh bien, la majorité d'entre elles se concentrent sur la liberté de recherche scientifique uniquement, voire sur la liberté académique comme sous-liberté de la liberté de recherche scientifique. C'est le cas par exemple à l'article 5, paragraphe 3 de la Constitution allemande, de la Grundgesetz, que vous voyez ici à l'écran, à l'article 23 de la Constitution japonaise, qui a été influencée par la Constitution allemande, que je ne vous mets pas en japonais, que je vous ai mis en anglais, excusez-moi, l'article 20 de la Constitution fédérale suisse, que je vous mets ici en français. Donc vous voyez ici des exemples qui sont rares, mais qui existent, de garantie de la liberté de recherche scientifique ou de la liberté académique sur le plan national. Alors je reviendrai sur ces différentes libertés et le contenu des différents droits scientifiques qui sont compris par le droit de l'homme à la science et pourquoi le droit de l'homme à la science est plus large que ce qui est garanti au niveau national la semaine prochaine quand je vous parlerai du contenu du droit de l'homme à la science. Je ne traiterai pas non plus ce matin des garanties régionales antérieures au droit de l'homme à la science sur le plan international. Il faut notamment mentionner le fait que le système interaméricain des droits de l'homme a été pionnier dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, avec l'article 13 que vous voyez ici à l'écran de la Déclaration américaine des droits et obligations de l'homme de 1948. Donc vous voyez que le texte ressemble beaucoup à celui de l'article 27, et ce n'est pas pour rien, puisqu'il y a eu vraiment une influence de ce texte sur les travaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus tard, l'article 42 de la Charte arabe des droits de l'homme de 2004 reprendra mot pour mot le texte de l'article 15 du PIDESC,
alors que l'article 14 du protocole additionnel de San Salvador, qui est applicable à l'Organisation des États américains, le reprend, lui, mot pour mot. Mais il y a d'autres systèmes régionaux où, au contraire, le droit de l'homme à la science n'est pas du tout connu ou garanti. C'est le cas en droit européen des droits de l'homme, qui est totalement à la traîne sur ce point, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai dans 15 jours. Le droit de l'homme à la science, par exemple, est inconnu de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. On est obligé de passer par d'autres droits, comme la liberté d'expression ou d'autres, mais ce n'est vraiment pas idéal. Alors la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui date de 2000, donc qui est beaucoup plus tardive, protège la liberté de recherche scientifique en son article 13. Mais de nouveau, ça n'est que la liberté de recherche scientifique, pas le reste du droit de l'homme à la science. Surtout cette liberté, en vertu du droit primaire européen, c'est-à-dire du droit qui figure dans les traités européens comme le traité sur le fonctionnement de l'Union de 2009, cette liberté de recherche scientifique est garantie dans le droit primaire européen, qui a le même rang que la Charte des droits fondamentaux de l'Union, en son article 179. Et si vous lisez cette disposition, vous verrez que la liberté de recherche est traitée comme une liberté fondamentale du marché, comme la libre circulation des personnes ou d'autres libertés fondamentales, et donc comme une liberté dont bénéficient les personnes morales privées, y compris les personnes morales à but lucratif, comme les entreprises, dans l'espace de recherche européen. Donc ça crée des difficultés pour la protection de la liberté de recherche en droit de l'Union, et j'y reviendrai dans la 4e leçon. Alors dans ce cours, maintenant que j'ai écarté le droit national et le droit régional en vous montrant néanmoins son intérêt, je me concentrerai uniquement sur le droit international de l'homme à la science, dont l'application est aujourd'hui universelle, puisque 172 États parties ont ratifié le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc c'est cette ampleur, ce champ universel du droit de l'homme à la science qui m'intéresse. C'est pour ça que je me concentre sur le droit international de ce droit. Alors, la Seconde Guerre mondiale a confirmé le besoin de renforcer la protection juridique institutionnelle de la science en faisant non seulement un droit de l'homme, mais aussi un droit de l'homme international, et donc universel. Alors ce consensus universel d'après-guerre autour de ce droit de l'homme à la science, comment est-il survenu ? Il me semble qu'il a été le fruit de deux réalisations. D'une part, la conscience du hiatus potentiel entre progrès scientifique et progrès moral et social, à l'instar de quelque chose qui a été très prenant à l'époque, c'est-à-dire le développement de l'arme nucléaire. Et vous avez tous vu un film récemment qui parle de cette question, que je ne mentionnerai pas. D'autre part, la conscience des effets néfastes potentiels de la science, y compris par son instrumentalisation juridique. Et ici, on peut donner l'exemple des lois biologiques nazies ou du racisme scientifique institutionnalisé dans l'ordre juridique nazi. Alors en 1948, cette protection fondamentale du bien public science par le droit international des droits de l'homme reflétait donc une double reconnaissance, à mon avis. D'une part, la reconnaissance qu'il convenait de protéger l'intérêt fondamental, égal et universel de la personne humaine à participer à la science et à ses bienfaits, et d'autre part, la reconnaissance que cette personne humaine devait aussi pouvoir être protégée contre les effets néfastes de la science lorsque cette dernière met en danger l'égalité fondamentale entre personnes humaines. C'est ce que j'ai appelé ailleurs la dimension duale du droit de l'homme à la science. C'est un droit qui protège tant les bienfaits de la science, vous le voyez ici, que contre les méfaits, les effets néfastes de la science. Vous voyez par exemple ici les directives du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui est en charge de la mise en œuvre du PIDESC. Le comité demande aux États, lorsque les États rapportent au comité, de lui indiquer deux choses: les mesures qu'ils ont prises pour protéger les bienfaits de la science et les mesures qu'ils ont prises pour protéger contre les méfaits de la science. Alors, ce qu'on peut retenir de ce contexte, de cette genèse, en tout cas contextuelle,
de l'article 27, c'est que l'article 27 témoigne de la reconnaissance historique sur le plan universel de l'importance d'une garantie et d'une organisation publique et donc ternaire de la science en tant qu'institution sociale distincte de l'État, sinon il n'y aurait pas besoin de la protéger contre l'État, une institution de droit international qui permette de protéger la science tant de l'État que du marché, mais aussi d'elle-même et de l'auto-validation de la science par la science. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce moment-là, et j'aurai l'occasion d'y revenir souvent. Alors bien sûr, comme toujours, ce consensus n'a pas été aisé à obtenir. Avec le recul, tout cela paraît tout à fait évident et tout à fait nécessaire, mais ce n'était pas si clair. Alors le directeur à l'époque des affaires juridiques de la Division des droits de l'homme des Nations Unies, John Peters Humphrey, est l'auteur, donc vraiment littéralement, c'est lui qui a drafté les premiers projets, est l'auteur de la première version de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947. Et pour rédiger la première version de l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il s'est inspiré non seulement du droit national existant, que je vous ai montré tout à l'heure, donc les projets de constitution allemande, sous ce droit national embryonnaire, mais aussi de la Déclaration américaine des droits de l'homme, dont je vous ai montré l'article 13, qui était à l'époque en cours de finalisation, et donc du droit égal de participer au progrès scientifique est assez bien fait. Alors une fois la discussion sur le projet de Humphreys entamée, des divisions profondes entre États sont très vite apparues. Et c'est ce que confirment les travaux préparatoires lorsqu'on s'y plonge. Ils sont tout à fait intéressants. Alors, deux divisions intéressantes. D'une part, une division sur l'opposition entre la valeur inhérente de la science, qu'il fallait protéger par un droit de l'homme, et sa valeur instrumentale, qui pouvait être mise en danger par une protection de la valeur inhérente de la science. Le progrès scientifique n'étant pas nécessairement synonyme de progrès moral et social, on l'avait compris à l'époque, la question devenait celle du degré justifié d'intervention du droit et de la politique dans l'organisation de la science. La position russe, qui était défendue à l'époque par Alexeï Pavlov, était très ouvertement en faveur d'une programmation de la recherche, et dès lors d'une fixation, d'une direction et d'objectifs au progrès de la science. Mais cette position s'est heurtée très rapidement, et déjà, me direz-vous, à la résistance américaine, et l'option n'a pas été retenue. Deuxième grande division, très importante pour nous, les travaux ont révélé un désaccord profond sur ce qui, dans la science, pouvait et devait être protégé par un droit de l'homme. C'est-à-dire soit la participation active à toute la pratique scientifique, depuis les recherches jusqu'au bienfait de la science, ce qui était la position française, défendue par René Cassin, soit une simple jouissance passive des fruits de la science, ce qui correspondait à la position américaine qui était défendue par Eleanor Roosevelt et dont les origines remontent au discours des 4 libertés de FDR, que vous connaissez certainement, ce discours, les Four Freedoms, de 1941. Et vous voyez le langage, il s'agit simplement de jouir, de bénéficier des fruits de manière passive du progrès scientifique. Alors, ce débat entre participer à ou simplement bénéficier de la science a abouti à l'époque à un premier compromis, c'est celui de l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui protège, vous le voyez de nouveau à l'écran, les deux aspects sous la forme d'une double garantie, une garantie participative de bout en bout, participer tant au progrès scientifique qu'aux bienfaits qui en résultent. Alors ce premier compromis, malheureusement, a été mis à l'épreuve très rapidement, puisqu'on a très vite mis en marche la garantie obligatoire des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et qu'entre 1948 et 1966, qui est la date de l'adoption du PIDESC, eh bien, le contenu du droit de l'homme à la science a été fondamentalement reformulé. Alors c'est mon deuxième point. L'individualisme scientifique de l'article 15 1b PIDESC est la mise en veille du droit de l'homme à la science reformulé. Comme je l'ai indiqué précédemment, le consensus minimal d'après-guerre sur le droit de l'homme à la science s'est vite fissuré durant la guerre froide. Non seulement les désaccords dont je viens de vous parler
ont subsisté après 1948, elles se sont approfondies, mais le consensus initial sur le droit de l'homme à la science et sur sa formulation s'est lui-même érodé. Durant les années 60, il faut comprendre en effet que le scepticisme à l'égard des droits économiques, sociaux et culturels et de la dimension sociale ou relationnelle de ces droits, une dimension collective, participative, était de plus en plus répandu. En tant que droit social et culturel, le droit de l'homme à la science a lui aussi fait les frais de ce scepticisme à l'égard de la dimension sociale et en bref collective et participative des droits sociaux. Voilà sa reformulation de 1966. Alors que le débat autour de la tension entre participation active et jouissance passive avait abouti à une double garantie en 1948, elle n'a pas du tout mené au même résultat en 1966. Au contraire, les majorités se sont inversées. La dimension collective et active du droit de l'homme à la science a été évincée au profit d'un droit individuel et passif de jouissance du progrès scientifique et de ses applications, comme un simple droit de recevoir, plutôt que comme un droit de faire avec les autres. Le droit de l'homme à la science de l'article 15.1 PIDESC est alors devenu tout au plus un droit individuel et passif à la redistribution égalitaire des bienfaits de la science, une fois que ces bienfaits seraient produits par les scientifiques, au lieu d'un droit actif et collectif des scientifiques et de tout un chacun de participer tant à la pratique scientifique qu'à ses bienfaits. Concrètement, la pratique scientifique à l'origine de ces bienfaits semble désormais avoir été exclue du champ d'application du droit de l'homme à la science, à l'exception de la pratique plus spécifique des scientifiques eux-mêmes. On le voit bien, la garantie de la liberté de recherche scientifique a été extraite du droit de l'homme à la science, elle a été séparée de la garantie du droit de bénéficier des progrès scientifiques, et elle figure séparément à l'article 15.3 PIDESC. Cette protection spécifique de la liberté de recherche scientifique s'explique par les préoccupations américaines qui étaient défendues à nouveau à l'époque par Eleanor Roosevelt, préoccupations qui visaient tout bonnement à remplacer le droit à bénéficier du progrès scientifique de l'article 15b par la garantie de la liberté de recherche scientifique. C'était ça l'objectif américain. Mais suite à une proposition de compromis libanaise, le texte de l'article 15.1b a pu être maintenu tout en acceptant la proposition américaine d'une garantie explicite de la liberté de recherche au paragraphe 3. Cela a conduit à la situation actuelle qui semble séparer la pratique scientifique au 15.3 de ses bienfaits au 15.1b et qui semble aussi distinguer ceux qui participent à la pratique scientifique, les scientifiques, de ceux qui jouissent de ses bienfaits, tout à chacun. En fait, la liberté de recherche scientifique jouit depuis lors non seulement de cette mention spéciale à l'article 15.3, mais aussi d'une garantie spéciale à l'article 19, paragraphe 2, d'un autre pacte, le jumeau du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. Et aujourd'hui, la liberté de recherche scientifique dispose donc d'une protection dans les deux pactes. J'y reviendrai la semaine prochaine. Alors, sans surprise, au vu de ce compromis obtenu sur sa nouvelle formulation en 1966, le droit de l'homme à la science est resté presque sans effet durant 40 ans. La dimension la plus importante, la plus spécifique du droit, sa dimension collective et participative de 1948, avait en effet été mise en sourdine en 1966. On peut dès lors considérer que le droit de l'homme à la science ne s'est pas simplement assoupi, comme on le dit souvent. On dit souvent que le droit de l'homme à la science, c'est la belle au bois dormant des droits de l'homme. Et c'est endormi, on ne sait pas pourquoi. Et elle attend d'être réveillée. Malheureusement, c'est beaucoup moins romantique que cela. J'ai bien peur que ce droit de l'homme à la science ait bien plutôt été intentionnellement mis en veille. Il y a vraiment eu une mauvaise sorcière ici. Oui, il faut réveiller ce droit de l'homme à la science, mais il ne s'est pas simplement endormi. Alors certes, le droit national, constitutionnel, administratif ou pénal de la science s'est-il développé depuis un peu partout dans le monde. Cependant, ce droit national de la science ne repose pas sur le droit de l'homme à la science et ne donne, je l'ai dit, que rarement naissance à des droits scientifiques fondamentaux en droit constitutionnel interne. Il n'y a guère plus que les 3 garanties constitutionnelles que je vous ai présentées tout à l'heure. En conséquence, et du moins jusqu'à récemment,
il n'y a eu que très peu de traces du droit national de la science dans les rapports périodiques des États qui sont présentés dans le cadre du système de suivi du pacte, et par extension, quasiment aucune systématisation d'un consensus transnational minimal sur le droit par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui est chargé de la mise en œuvre du pacte. Et ce, tant dans les observations finales du comité, qu'il rend sur la base des rapports des États, que dans les recommandations que le comité rend suite à des cas encore plus rares de plaintes individuelles. En fait, sur le droit de l'homme à la science, il n'y a eu qu'une plainte individuelle à ce jour qui a été jugée irrecevable sur le droit de l'homme à la science, une plainte contre l'Italie, dont je vous parlerai plus tard. Alors, à première vue, ce qui semble être en jeu ici, c'est la question absolument classique du rapport entre le manque de respect et donc d'effectivité d'un droit d'une part et son existence ou sa validité en tant que droit d'autre part. Lorsque le manque de pratique d'une norme juridique, en l'occurrence un droit de l'homme, atteint un certain degré, on peut douter de son autorité et peut-être même de sa validité juridique. Alors fort heureusement, je ne pense pas que nous ayons besoin d'entrer dans ce type de considération ici. Le manque de pratique du droit de l'homme à la science par les États n'est qu'apparent. Et ce pour deux raisons. Premièrement, ce manque de pratique touche avant tout nos États, ceux de l'Europe et de l'Occident. Il y a de la pratique qui émane des rapports périodiques des autres 172 États parties au PIDESC sur le droit de l'homme à la science et qui est consolidée au sein des conclusions finales du comité à leur sujet. Mais cette pratique nous est peu visible pour des raisons politiques. Elle n'émane pas des États qui pèsent sur la politique de la science mondiale. Deuxièmement, la pratique étatique qui est rapportée au comité ne porte que sur deux dimensions du droit de l'homme à la science. La liberté de recherche scientifique, qui est précisément la dimension du droit de l'homme à la science sur laquelle il y a le plus de garanties nationales, et donc de pratiques nationales en général, comme je l'ai déjà dit, et d'autre part sur l'accès égalitaire aux applications scientifiques. Par conséquent, si cette pratique du droit de l'homme à la science existe bien, elle est absorbée en général par d'autres droits de l'homme. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Elle est absorbée par le droit de l'homme à la santé, de l'article 12 PIDESC, ou par le droit de l'homme à l'alimentation, de l'article 11 PIDESC. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point, le renouveau de l'institutionnalisme scientifique et le réveil du droit de l'homme à la science. De manière intéressante, depuis une quinzaine d'années, un regain d'intérêt a vu jour pour le droit de l'homme à la science. Une volonté de sortir ce droit de son sommeil et notamment de raviver la dimension collective et participative et donc institutionnelle du droit telle qu'elle existait en 1948 à l'article 27.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ce regain d'intérêt pour cette dimension collective, participative de la science, et donc pour le droit de l'homme à la science, comment s'explique-t-il ? Il peut s'expliquer par un retour de circonstances assez semblables à celles qui ont mené à la garantie du droit de l'homme à la science en premier lieu, avec bien sûr des nouvelles particularités, l'histoire ne se répète jamais, donc on va retrouver une partie des mêmes ingrédients que ceux qu'on a rencontrés dans les années 40, avec de nouvelles particularités. Je vous ai déjà parlé de ces circonstances dans mon introduction de la semaine dernière, donc je n'y reviens pas ce matin, mais pour mémoire, si l'on suit l'analyse, à mon avis très bonne, de Robert Merton, que je vous rappelle ici à l'écran, l'histoire des rapports entre droit et science depuis le XVe siècle peut être abordée comme une histoire de balancier, oscillant entre une instrumentalisation privée ou publique de la science d'une part et une auto-validation scientifique en forme de défense contre cette instrumentalisation d'autre part. Et donc aujourd'hui, en réaction à la privatisation croissante de la science, des concepts tels que science participative, citoyenneté scientifique, science ouverte ou encore bien public scientifique fleurissent désormais. Mais la surpublicisation de la science, en retour, peut elle aussi attiser l'auto-validation scientifique. Et on le voit aujourd'hui, elle peut amener à une position de repli, voire de défense de la part des scientifiques, tant contre la surprivatisation que sur la publicisation. Et puis finalement, nous le savons, il y a public et public, selon l'État dont nous parlons. Un financement public français n'est pas un financement public chinois.
Alors je vous renvoie à l'ouvrage d'Elga Novotny sur la question de la nature publique, de la science et des assauts sur cette nature publique, pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin peut-être dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le projet de réanimer le droit de l'homme à la science est poursuivi désormais, depuis 2009, par divers organes et agences des Nations Unies. Les documents les plus importants à cet effet sont, outre la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'utilisation du progrès de la science et de la technique dans l'intérêt de la paix et de l'humanité de 1975, différentes recommandations, résolutions et déclarations de l'UNESCO que je vous ai déjà présentées la semaine dernière, mais pour rappel, ce sont les recommandations, résolutions et déclarations suivantes. La recommandation UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques de 1974, révisée en 2017. La déclaration de Venise de l'UNESCO sur le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications de 2009. La résolution UNESCO sur le génome humain et les droits de l'homme de 1998. La déclaration UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005. La recommandation UNESCO sur une science ouverte de 2021. Et la recommandation UNESCO sur l'éthique de l'IA de 2022. L'UNESCO est d'ailleurs en train de préparer une nouvelle recommandation sur la liberté académique. Outre les travaux de l'UNESCO depuis 2009, il faut mentionner le premier rapport général sur le droit de l'homme à la science, qui a été rendu en 2012 par l'ancienne rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits culturels, Farida Shahid, dont la détermination et la liberté de parole ont été absolument décisives au retour du droit de l'homme à la science sur le devant de la scène onusienne des droits de l'homme. Elle a, après son premier rapport de 2012, publié 2 rapports en 2015 sur les droits d'auteur et les brevets et leur relation à la droit de l'homme à la science, et j'y reviendrai abondamment dans ma 4e leçon. 2 autres rapports spéciaux sont d'ailleurs en cours de finalisation en 2024. L'un sur le droit à la participation à la science de la nouvelle rapporteure spéciale sur les droits culturels, Alexandra Xantaki, et l'autre sur la liberté académique de la désormais rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation, Farida Shahid. Donc, elle était rapporteure spéciale sur les droits culturels, elle est devenue rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, mais elle poursuit son travail sur le droit de l'homme à la science. Donc une couche UNESCO, une couche rapporteurs spéciaux, et puis 3e couche, en 2020, le Comité des droits sur les droits économiques, sociaux et culturels a publié une observation générale, l'observation générale numéro 25, sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, qui est une interprétation de l'article 15 1b du PIDESC. C'est cette interprétation aujourd'hui la plus complète du droit de l'homme à la science dont nous allons beaucoup discuter. En fait, je vous l'ai déjà montré quelques fois à l'écran. Alors, il y a différentes possibilités de saisir ce que j'ai identifié la semaine dernière comme un moment institutionnel pour la science, un moment institutionnel international. En amont du travail de conviction politique qu'il faudra mener, il me paraît essentiel de commencer par une réflexion normative sur ce que la dimension collective et participative du droit de l'homme peut signifier. Une réflexion de théorie des droits de l'homme, telle que je vais vous la proposer dans ce cours, est d'autant plus urgente qu'il existe encore, à mon avis, de nombreuses incohérences au sein de l'observation générale numéro 25 du comité. Notamment des incohérences entre une approche participative du droit de l'homme à la science, qui est mise en avant désormais par le comité, à juste titre. Vous voyez ici que le comité s'engage expressément à considérer que le droit de l'homme à la science doit être considéré comme un droit de participer au progrès scientifique. Donc vraiment, il épouse cette approche participative. Mais quand on lit d'autres passages de l'observation générale, comme celle-ci, dans laquelle le comité reprend sans la modifier la conception de la science de l'UNESCO, qui est une conception finalement assez popérienne, finalement individualiste, universelle et éternelle de la science, on voit bien que le travail n'est pas encore terminé, qu'on est encore finalement entre 2 chaises sur la question du droit de l'homme à la science. Alors la difficulté principale du comité dans cette observation générale, qui justifie ma critique à mon avis, est qu'il était probablement prématuré de rédiger cette observation. La difficulté est double.
Elle tient à la fois à l'absence d'une pratique minimale suffisamment universelle des États pour en tirer un consensus transnational minimal sur le droit de l'homme à la science. Et en l'absence de ce consensus transnational minimal sur le droit de l'homme à la science, il est très difficile pour le comité de remplir son mandat de consolidation de ce consensus. Donc, quelque part, ils ont péché un petit peu par ambition, ils sont allés un petit peu plus vite que la musique en cherchant à créer un consensus qui n'existait pas encore. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que les questions qui sont soulevées, on le sait, on l'a vu la semaine dernière déjà dans la première leçon, les questions de philosophie des sciences qui sont soulevées par le droit de l'homme à la science sont très complexes. Et l'interprétation du droit de l'homme à la science dépasse, à mon avis, sur ces questions-là, le mandat du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui n'est pas un mandat de prescrire de nouvelles interprétations sans qu'il y ait déjà une pratique correspondante. Ce qui m'amène à une question de méthode. Ce que je vous propose de faire dans ce cours, c'est précisément ce que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n'a pas pu faire sur le droit de l'homme à la science en 2020, et ce qui se rapproche davantage du travail d'une rapporteuse spéciale. Proposer une interprétation du droit de l'homme à la science qui corresponde le mieux possible aux données juridiques existantes, qui sont disparates, mais qui existent, mais surtout une interprétation du droit de l'homme à la science qui permette de justifier ces données de la meilleure manière possible, quitte à rejeter certaines interprétations lorsqu'elles sont sans fondement en pratique. Alors commençons par le début, par l'objet du droit de l'homme à la science. C'est mon deuxième point. L'objet du droit de l'homme à la science consiste en l'intérêt ou le bien protégé par ce droit. En l'occurrence, la science. Très simple. Pour mémoire, j'ai défini la science de manière très minimale la semaine dernière, en me fondant sur différents auteurs de philosophie et d'histoire des sciences, dont vous avez ici notamment des noms. Je l'ai défini temporairement comme un ensemble de savoirs ou de connaissances et la pratique sociale par laquelle ces savoirs ou ces connaissances sont constamment acquis et consolidés à travers le temps et l'espace. Pour être considérés comme scientifiques, ces savoirs doivent en outre, je l'ai dit, être fiables, c'est-à-dire éprouvés de façon à pouvoir bénéficier de la confiance et donc d'une autorité au sein de la communauté scientifique et se distinguer par là du charlatanisme ou de la pseudoscience. Ils doivent aussi, et ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est la beauté de la science, demeurer contestables et se distinguer par là de savoirs purement dogmatiques ou religieux dont l'autorité repose uniquement sur la tradition. Alors pour le reste, la science est un concept essentiellement contestable. Contestation à laquelle contribue d'ailleurs sa reconnaissance comme droit de l'homme, je l'ai dit. C'est le propre de la reconnaissance du droit de l'homme à la science et de son application que de nous obliger à l'interprétation continue de ce que devrait être la bonne science en tant que pratique sociale qui mérite d'être protégée en tant que droit de l'homme. Alors dans ce qui suit, je me propose de vous présenter plus précisément ce en quoi consiste cette bonne science, cette science protégée en tant que droit de l'homme, en quoi consiste ce bien de la science que le droit de l'homme à la science protège, qui, comme je vais en faire l'argument, est un bien public, notamment un bien public participatif, et enfin je clarifierai en quoi ce bien public participatif remplit les conditions d'universalité et d'égalité propres à pouvoir en faire un objet de droit de l'homme. Donc ce seront mes trois points. Alors je commence par le premier, la science en tant que bien public. Le terme bien public désigne ici les biens dont la valeur inhérente réside dans leur dimension collective ou sociale, et donc dans le fait qu'ils sont des biens de tous. On parle aussi de biens sociaux ou de biens collectifs. Alors bien sûr, certains biens publics peuvent également présenter une valeur ou un intérêt pour un seul individu à la fois. Mais leur qualité de bien public tient au fait qu'ils sont davantage que la somme de ces intérêts individuels pour ce bien. En ce sens, la science peut être qualifiée de bien public. Il est en effet dans notre intérêt collectif d'acquérir et de consolider nos connaissances. Il s'agit d'un intérêt collectif des scientifiques répartis en différentes communautés scientifiques,
c'est-à-dire de celles et ceux qui font de leur participation à la pratique scientifique une profession, mais aussi plus largement de nous tous. Et cet intérêt collectif à la science dépasse la somme des intérêts individuels dans la science. Il est vrai que nous pouvons profiter de certains bienfaits de la science à titre purement individuel, ou même mener certaines recherches scientifiques à titre individuel. C'est mon cas parfois. Cependant, à l'instar de la culture, la science n'a de valeur que parce qu'elle est appréciée et menée aussi par d'autres en parallèle. Alors certains biens publics peuvent également être considérés comme communs ou communaux. La spécificité des biens communs, qui est un sous-groupe des biens publics, tient à ce qu'ils ne sont pas seulement dans l'intérêt collectif d'un groupe, mais qu'ils sont aussi une responsabilité commune de ce groupe. C'est à cela que fait référence le terme latin munus, pour charge ou fardeau, dans le terme communis, communus. Donc ce qui est commun n'est pas seulement dans l'intérêt collectif, mais il est à la charge commune, dans la responsabilité commune. Et c'est aussi, me semble-t-il, le cas de la science. Participer à la science et à ses bienfaits n'est pas seulement dans l'intérêt de tous les membres d'une communauté scientifique, mais aussi une responsabilité de chacun des membres de cette communauté. C'est ce que Paul Ricoeur appelait notre responsabilité à l'égard du savoir. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre les différentes responsabilités scientifiques qui sont constitutives de l'éthos scientifique, de la normativité propre de la science, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrité scientifique. Alors vous aurez remarqué que j'ai préféré le terme public pour désigner les biens publics par opposition au terme de biens collectifs ou sociaux, qui sont synonymes. La raison de mon choix est simple. Le terme public dans bien public permet de relier la dimension collective de ces biens à l'institution de chaque peuple dont ils sont les biens en tant que public par la loi et donc à l'identification institutionnelle et juridique de ces biens comme des biens de ce peuple institués en public. J'ai eu l'occasion de vous présenter cette conception normativo-institutionnelle du public dans mon cours il y a 2 ans. Alors bien entendu, certains biens collectifs peuvent être considérés comme collectifs par nature, entre guillemets, comme la santé ou la paix. Mais d'autres biens collectifs, en revanche, ne préexistent pas à leur reconnaissance juridique publique et donc à leur institution publique en tant que bien public. Et c'est clairement le cas, à mon avis, des biens participatifs. La dimension participative des pratiques en question nécessite une coopération, une organisation, et donc une forme d'institutionnalisation et donc de légalisation publique. C'est encore plus vrai lorsque le bien participatif en question est un bien commun, comme la science, c'est-à-dire un bien qui entraîne une responsabilité commune de la part de ceux qui participent à la pratique. Une telle responsabilité commune, en effet, nécessite une médiation institutionnelle et juridique publique pour pouvoir spécifier et répartir les responsabilités des uns et des autres au sein de la communauté scientifique. Je reviendrai à cette question plus tard. Alors cette conception de la science en tant que pratique ou entreprise publique, elle prend ses racines dans la modernité occidentale. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Dans cette notion qui est avec nous depuis l'humanisme, cette notion de république des lettres ou de république des sciences, notion qui a été reprise dans cette belle formule de Condorcet de république universelle des sciences. Je vous en ai parlé la semaine dernière et je vous en parlerai beaucoup dans le 6e cours qui sera consacré à cette question. Alors, selon le niveau d'institutionnalisation et de légalisation d'un bien public, ce bien public peut être considéré national, régional ou international. Et je préfère parler de bien public international plutôt que de bien public mondial ou universel pour la science, parce que le terme international me permet, vous me direz je suis nostalgique, mais j'ai donné un cours l'an dernier sur la démocratie, donc vous savez très bien quelle est ma position là-dessus. Le terme international fait référence au peuple du droit international. C'est un peuple entre nations, c'est un droit entre nations, entre peuples. Et donc le terme international dans bien public international permet de mettre l'accent sur les nombreux publics qui instituent et réinstituent ces biens publics en tant que biens qu'on pourrait aussi appeler des biens interpublics.
Cette institutionnalisation internationale multiple du bien public ou du bien interpublic est très importante pour un bien participatif universel comme la science, qui rassemble les membres de différentes communautés scientifiques, qui s'entrecroisent et qui correspondent à différents cadres d'organisation institutionnelle et juridique publique de la science. Il est non seulement dans notre intérêt collectif d'institutionnaliser le bien public international de la science en tant que tel, mais c'est aussi une responsabilité commune que nous avons. Enfin, vous aurez compris que la conception proposée ici des biens interpublics, des biens publics, y compris celle des biens communs, diffère de celle des économistes, et ce pour 4 raisons. Premièrement, la conception économique des biens publics définit leur valeur de manière contingente et exclusivement par référence et par opposition au bien ou à l'intérêt privé qui serait préexistant, notamment l'intérêt privé individuel. Deuxièmement, la conception économique du bien public aborde les biens publics de manière instrumentale, en tant que ressources ou marchandises qui doivent et peuvent être produites. Troisièmement, dans la conception des biens publics économiques, le droit et les institutions en général sont considérés comme des instruments de production de biens publics et non comme des éléments constitutifs de ces biens. Enfin, les biens publics économiques sont définis comme des résultats, des produits finaux, par référence à la non-exclusion ou la non-rivalité dans la consommation, plutôt que comme des pratiques continues d'acquisition et de consolidation. Au vu de ces 4 points, il est donc facile de voir à quel point une telle compréhension des biens publics pourrait être problématique lorsqu'elle est appliquée aux biens protégés par les droits de l'homme et notamment aux droits de l'homme à la science. Considérer la science comme un bien public au sens économique du terme permettrait en effet de la traiter, ainsi que ses bienfaits, comme un instrument au service d'intérêts privés d'une part, et comme une ressource ou une marchandise à produire, voire comme un produit fini d'autre part. Alors je reviendrai sur la question de l'appropriation de la science, tant publique que privée, dans la 4e leçon. Et donc on aura tout loisir à ce moment-là de revenir sur cette notion de bien public, économique et non économique. Je passe maintenant à mon 2e point. La science n'est pas qu'un bien public, en tant que bien protégé par le droit de l'homme à la science, elle est protégée en tant que bien participatif. Ce qui distingue les biens participatifs des autres biens publics, c'est que leur valeur réside dans la participation à une pratique sociale ou collective. Et on peut parler à leur égard de biens interactionnels ou de biens relationnels. Ils ne sont pas seulement des biens de tous, mais ils sont des biens de tous à participer à ces biens. Pour citer une auteure que j'apprécie beaucoup, dont vous avez ici des extraits en anglais à l'écran, Denise Rehaume, les biens participatifs, je cite, je traduis en anglais, impliquent des activités qui non seulement requièrent un grand nombre de personnes pour qu'il s'agisse d'un bien, mais des biens qui n'ont de valeur qu'en raison de l'application conjointe de nombreuses personnes. Selon la même auteure, et je traduis de nouveau, la production du bien à plusieurs fait ici partie de sa valeur. Le bien dans un bien participatif, le bien est la participation. Alors certes, il peut y avoir des cas où la contribution individuelle à un bien participatif est possible, et même la jouissance individuelle de ce bien. Cependant, ces cas de contribution individuelle que j'appellerai, à la suite de Denise Rehaume, des contributions diffuses ou des jouissances diffuses pour les individus, ne sont pas du tout paradigmatiques du bien. La contribution individuelle, dans ces cas-là, est tout au plus parasitique ou dérivée de la contribution primaire du bien, qui demeure participative. Alors 2 arguments plaident, à mon avis, en faveur de cette approche participative de la science. D'abord la dimension culturelle de la science, et ensuite sa dimension épistémique. Premièrement, la science est une pratique culturelle spécifique, bien sûr, puisque son objectif est épistémique, c'est-à-dire vise à la connaissance. C'est d'ailleurs ce que confirme la garantie du droit de l'homme à la science en tant que droit culturel de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou à l'article 15, 1b du PIDESC.
Vous avez vu, peut-être au passage, que le droit de l'homme à la science est garanti à côté, à chaque fois, du droit à participer à la vie culturelle. Ce qui confirme que la science, en tout cas du point de vue du droit de l'homme à la science, est une forme de droit culturel. Dans la mesure où la culture doit être considérée comme participative, la science doit donc l'être également. Alors en quoi est-ce que la culture doit être participative ? Ça me semble assez évident, mais il faut quand même peut-être l'expliquer. Je cite de nouveau Denise Rhéaume ici. Le partage des expériences culturelles est la partie la plus importante du bienfait qu'on en retire. On peut lire un livre tout seul, mais c'est le partage de la lecture de ce même livre qui fait partie du bienfait qu'on en retire. La dimension participative de la culture tient aux conditions de la création, à la possibilité de contribuer activement à la création symbolique de nos vies, conditions participatives que l'on va retrouver en sciences, et c'est ce qu'a confirmé la rapporteure spéciale Chahid en 2012 et l'observation générale numéro 25 en 2020. Donc, je vous laisserai peut-être lire ça plus tard, mais vous verrez comment, de manière très éloquente, tant la rapporteuse spéciale que le comité confirment l'importance de concevoir la science de manière culturelle et donc de manière participative. Alors bien sûr, concevoir la dimension culturelle de la science ne signifie pas à l'inverse que tout ce qui est culturel peut aussi être scientifique. Ça va dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Et c'est important de le rappeler parce que cette question de la délimitation entre science et autres formes de culture est particulièrement sensible lorsque les savoirs en question sont qualifiés de traditionnels. Et j'y reviendrai plus tard au sujet des savoirs autochtones, et nous aurons un séminaire là-dessus cet après-midi. Deuxième argument en faveur de la dimension participative du bien public science, la science est une pratique sociale épistémique, une pratique qui vise à la connaissance, à l'acquérir et la consolider. À ce titre, la science requiert l'existence d'une communauté scientifique au sein de laquelle cette connaissance puisse être acquise et consolidée, puis réacquise et reconsolidée. Dans cette mesure, la connaissance scientifique repose sur la participation à cette communauté et ne peut pas en être séparée. C'est bien sûr le cas lorsque la recherche scientifique est menée collectivement, comme au sein des sciences naturelles. C'est une évidence. Mais c'est aussi le cas pour toutes les formes de recherche qui peuvent être menées individuellement, par exemple en philosophie ou en histoire. Mais ces recherches ne constituent une recherche scientifique que si elles sont menées individuellement par d'autres personnes en parallèle. Et les études récentes en philosophie des sciences confirment elles aussi que l'acquisition et la consolidation des connaissances scientifiques ne doit pas être considérée comme le produit d'un individu isolé, travaillant seul, mais à chaque fois comme le produit d'une communauté scientifique dans son ensemble. Ou plus exactement, comme le produit de plusieurs communautés scientifiques à travers le temps et l'espace, puisque les savoirs se contestent et se consolident grâce au croisement entre savoirs et donc entre communautés scientifiques à travers le temps et l'espace. En fait, c'était le sens de la République universelle des lettres, des sciences du XVIe siècle, et notamment de la conception de Francis Bacon dans son projet de Nouvelle Atlantide, dont vous avez ici une planche à l'écran, et tout cela a été très bien expliqué, je l'ai dit, dans le livre de Hans Bott et Françoise Vaquet sur la République des lettres. Alors regardez ce que Bott et Vaquet nous expliquent de cette conception humaniste qui s'est transmise à travers les siècles, je vous l'ai dit, de la République des sciences ou des lettres, et vous allez retrouver précisément cette notion de participation de chacun à une communauté de connaissances scientifiques à travers le temps et à travers l'espace. Alors, nous sommes aujourd'hui devenus aveugles de cette conception de la science, et c'est très étonnant parce que c'est la nôtre. Cette conception que vous avez ici à l'écran, c'était la nôtre. Nous sommes aujourd'hui devenus aveugles et les défenseurs d'une science moderne devenue la science unique.
Si cette science unique a pu s'affirmer de manière si dominante depuis le XVe siècle, c'est précisément parce qu'elle s'est renforcée à la rencontre et au frottement des autres savoirs qu'elle a pu rencontrer. Ces autres savoirs qu'elle a ensuite séparés de leur communauté de savoirs, les a absorbés ou alors détruits pour devenir ce qu'elle est devenue. On dit quelquefois que la science moderne a pasteurisé, pour faire un jeu de mots et faire référence à Pasteur, a pasteurisé les autres savoirs, elle les a inclus de manière à ce qu'on les oublie et qu'on ne voit aujourd'hui qu'elles. En fait, la science doit être comprise comme un bien public participatif de bout en bout. Qu'il s'agisse de contribuer à la science en premier lieu, donc ces communautés scientifiques dans lesquelles on cherche et on acquiert et on consolide et on réacquiert et on reconsolide, mais qu'il s'agisse aussi de bénéficier de ces bienfaits. Il est donc artificiel d'opposer la pratique scientifique, qui est un processus continu, à ses résultats, et par extension la participation active et collective à la pratique scientifique, à l'accès passif et non participatif, et donc individuel, à ses bienfaits. Pour citer à nouveau Denise Rhéaume, ce sera à nouveau une citation en anglais que je vais vous traduire, il n'y a pas de produit fini en matière de biens participatifs, car d'une certaine manière, les biens participatifs ne sont jamais achevés, mais sont continuellement réinterprétés et recréés par chaque génération. Et c'est à ce titre aussi qu'on doit considérer que la connaissance scientifique n'est pas un produit fini. Elle n'est jamais achevée et est continuellement développée et consolidée. Ceci m'amène à mon troisième point, la science en tant que bien public participatif, universel et égalitaire. Deux questions se posent à l'issue de cette présentation de l'objet du droit de l'homme à la science en tant que bien public participatif. La première concerne les conditions de la reconnaissance de ce bien en tant que droit de l'homme, et la seconde, sa formulation. La première question à résoudre concerne les conditions d'universalité et d'égalité à la reconnaissance de la science comme un droit de l'homme. Comme je l'ai dit tantôt, reconnaître la science comme un droit de l'homme équivaut à lui donner la garantie juridique la plus fondamentale d'un ordre juridique, la garantie juridique de sa valeur indépendante et inhérente. Reconnaître que la science est constitutive de notre statut fondamental et universel d'égalité. Les droits de l'homme sont un sous-groupe des droits universels moraux qui protègent les intérêts généraux et donc égaux et les intérêts fondamentaux et donc universels de la personne humaine. Nous pouvons donc en tirer deux exigences pour la science, l'universalité et l'égalité. Premièrement, pour que la science puisse être protégée par un droit de l'homme, il faut que ce bien puisse être considéré comme universel. Est-ce à dire que ce droit ne peut porter que sur une science unique ? Alors, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer la semaine dernière déjà, c'est une question évidemment sensible. En effet, le droit international et la science moderne se sont développés main dans la main avec un même projet normatif et universel, celui d'une science et d'un droit international unique, ahistorique et inculturel. Une science et un droit international sans limite, vous ai-je dit. L'universalité du droit de l'homme à la science peut donc être légitimement soupçonnée de viser à promouvoir ce qui est devenu un dogme incontestable de la science au singulier et de poursuivre par là l'entreprise de disqualification ou sinon d'absorption des autres savoirs qui subsistent encore dans le monde, comme les savoirs autochtones ou locaux. Alors, fort heureusement, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, nous savons aujourd'hui que l'universalité, dans le domaine normatif, n'implique pas l'unité ou l'uniformité, et encore moins le rejet de la pluralité culturelle. Au contraire, l'universalité peut et doit se construire en contexte et dans la diversité. Et il est tout à fait intéressant, que ce soit par le droit de l'homme à la science, que cette protection de l'universalité de la science dans toute sa diversité puisse se faire à l'avenir, tant l'épistémologie des droits de l'homme que celle de la science convergent. Tous deux s'envisagent comme une entreprise participative universelle de connaissance et de conviction qui se poursuit à travers le temps et l'espace et qui progresse par la comparaison et le croisement des droits et des savoirs et parfois par la convergence autour de droits et de savoirs communs.
Ce que cela implique, dès lors, est que la diversité des sciences dans le monde est compatible avec l'universalité du droit de l'homme à la science. Je dirais même plus, elle est désormais protégée par l'universalité de ce droit. La même chose vaut d'ailleurs pour d'autres biens collectifs protégés par les droits de l'homme, comme la démocratie, la culture ou la religion, qui se déclinent sous différentes formes et sont protégés dans toute leur pluralité. La protection de la science en tant que bien public participatif universel n'implique donc pas qu'il y ait une seule science qui regrouperait toutes les autres, ni une communauté scientifique unique qui engloberait toutes les communautés scientifiques du monde. Et ce, même si la science, contrairement à certains objets de droits de l'homme, protège une pratique qui peut et doit aussi pouvoir se développer sans frontières et sur un plan universel. Deuxièmement, pour que l'intérêt à la science puisse fonder un droit de l'homme et donc un droit égal de chacune et chacun, il faut, je l'ai dit, que cet intérêt soit général. Un droit de l'homme, en effet, ne peut pas protéger un statut qui exclurait certaines personnes, que ce soit en vertu de la naissance ou, et c'est important pour nous, du mérite. Est-ce à dire que seule une science ouverte à tous, avec une abolition de la distinction entre scientifique et non scientifique, pourrait être protégée par un droit de l'homme ? Ou est-ce à dire alors qu'il faille au contraire réduire le droit de l'homme à la science, à un droit de bénéficier de la science, et non pas d'y participer ? Alors à nouveau, la question est très difficile, et je l'ai dit en début de leçon aujourd'hui, elle a beaucoup divisé lors des travaux préparatoires de l'article 27, paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était d'ailleurs le sens de la proposition faite à l'époque par René Cassin, qui était d'ajouter la participation à la recherche scientifique, à la participation à ses bienfaits, comme une seule et même pratique participative, de bout en bout, continue et ouverte. Il s'agissait de permettre à toutes et tous, et non seulement aux scientifiques, de participer à la science. Et c'est cette même dimension participative qui a été désactivée en 1966, je vous l'ai dit, avec toutes les conséquences pour le droit de l'homme à la science que j'ai discuté ce matin. Un rapport de la rapporteuse spéciale pour les droits culturels est en cours de finalisation sur la participation à la science, je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'une de ses artisanes, Mylène Bidot, viendra nous parler de ce sujet au séminaire dans quelques semaines. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet maintenant. Mais ce que j'aimerais dire, parce qu'évidemment c'est fondamental, c'est que la participation à la pratique scientifique, même si elle doit effectivement être ouverte à tous pour pouvoir faire l'objet d'un droit égal de l'homme, n'a pas à se faire en la même capacité. Certains participeront à la science à titre professionnel ou par vocation, pour citer le fameux chapitre de Max Weber, c'est ce qu'on appellera les scientifiques, stricto sensu, et d'autres participeront à la science à titre non professionnel. Le droit égal d'y participer n'implique donc pas un droit d'y participer en tant que scientifique, et encore moins un droit de l'homme de devenir un scientifique. C'est l'erreur commise par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans la seule décision qu'ils ont rendue à ce jour, où ils ont rejeté une plainte relative aux droits de l'homme à la science, précisément en ne comprenant pas qu'on peut participer à la science sans participer en tant que scientifique. En fait, maintenir l'arc sachant-savant ouvert en tout temps peut être considéré comme une dimension essentielle à la contestabilité constante de la science, et donc une dimension essentielle de sa structure normative et du kudos de Robert Merton, dont je vous ai déjà parlé. Et il ne s'agit pas ici simplement d'expériences dites de sciences participatives ou citoyennes, où on compte les oiseaux et on reporte ensuite ça dans un log qui va servir aux scientifiques. Ça peut être toute forme de manière de participer et de contester la science. Pour le reste, bien sûr, les membres de la communauté scientifique en question et les participants à la pratique scientifique en tant que pratique sociale et autonome, donc les scientifiques professionnels, ont bien entendu le droit d'en organiser l'accès de manière à en assurer la fiabilité et l'autorité, y compris en exigeant des qualifications et des diplômes de leurs membres, donc y compris en posant une condition de mérite. Comme nous le verrons, c'est même un droit collectif de ses membres que de pouvoir le faire, un droit qui est lui aussi protégé par le droit de l'homme à la science.
Bien sûr, cet accès à la profession scientifique doit demeurer ouvert et non discriminatoire, et cette égalité d'accès à la formation scientifique est protégée par le droit à l'éducation, comme je vous l'expliquerai la semaine prochaine. En fait, cette tension productive entre droit égal de participer à une pratique en différentes capacités et les différents statuts de participants à cette pratique est connue dans le contexte d'autres droits de l'homme qui portent sur des pratiques sociales dont l'autonomie organisationnelle est protégée et dont l'autonomie organisationnelle permet précisément d'assurer l'autorité de la pratique, qu'elle soit épistémique, comme c'est le cas ici, religieuse ou politique. C'est ainsi que le droit de participer à la vie démocratique comprend un droit égal d'éligibilité, mais évidemment pas de droit à être élu. Eh bien, la même chose vaut en science, un droit de participer à la science, mais pas un droit d'y participer en tant que scientifique ou un droit d'être scientifique. La question de la qualité du droit de l'homme à la science désormais éclaircie, il me faut revenir brièvement, et ce sera mon deuxième point, sur la formulation de l'objet du droit de l'homme à la science, en tant que droit à cet objet. Au vu de tout ce que je vous ai dit ce matin sur la dimension collective et participative du bien protégé par le droit de l'homme à la science, il est important de comprendre que ce droit ne peut pas, strictement parlant, être compris comme un droit à la science. On parle évidemment par raccourci d'un droit à la science, comme il y aurait un droit à la culture ou un droit à la démocratie. Mais à chaque fois, quand on dit ce mot-là, il faut comprendre un droit de participer à la science, comme un droit de participer à la vie démocratique ou un droit de participer à la vie culturelle. Cette formulation participative du droit de l'homme à la science était, je l'ai dit, celle de 1948, qui était, pour mémoire, le droit de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Au vu de mon argument ce matin, je propose donc de renoncer à la formulation de 1966 en tant que droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Cette dénomination de 1966, et je vais peut-être vous... Je pensais que j'avais remis cette comparaison, mais vous l'avez, je l'espère, dans vos rétines. Cette dénomination de 1966 reproduit à tort non seulement la séparation entre la participation à la recherche scientifique et la jouissance de ses bienfaits, mais elle reproduit aussi à tort la distinction entre les scientifiques qui feraient des recherches ensemble et les autres qui ne feraient qu'en bénéficier individuellement. Le droit de l'homme à la science devrait donc être interprété à l'avenir comme un droit de participer à la pratique scientifique et à ses bienfaits. Cette réinterprétation participative de l'objet du droit de l'homme à la science correspond non seulement à la pratique scientifique, je vous l'ai dit ce matin, mais constitue aussi, et j'espère vous en avoir convaincu, la meilleure justification de son objet. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point, la question des titulaires du droit de l'homme à la science. La question que j'aimerais aborder découle de la question de l'objet, puisque ce que j'aimerais déterminer maintenant avec vous, c'est ce que la dimension collective et participative du bien protégé par le droit de l'homme à la science implique pour l'identité de ses titulaires, c'est-à-dire de ceux qui ont ce droit à la science. Alors, après vous avoir expliqué en quoi la dimension collective des titulaires du droit de l'homme à la science consiste exactement, ce sera mon premier point, je vous présenterai trois catégories de droits scientifiques. Les droits scientifiques individuels à exercer collectivement, qui sont à mon avis les droits individuels principaux du droit de l'homme à la science. Les droits scientifiques dérivés à exercer individuellement, qui sont des droits diffus, qui dérivent des droits scientifiques individuels principaux. Et enfin, les droits scientifiques corporatifs des communautés scientifiques, qui sont des droits scientifiques instituants, qui sont les droits institutionnels qui correspondent aux droits de l'homme à la science. Enfin, brièvement, je vous parlerai d'une question ouverte, qui est celle de savoir si les générations futures ont aussi des droits scientifiques. Alors, je commence avec mon premier point, du bien collectif science au droit scientifique collectif. Une clarification terminologique préliminaire s'impose en effet au sujet du terme droit collectif. En effet, le terme collectif est souvent source de confusion au droit international des droits de l'homme. En fait, il fait même office souvent de repoussoir.
Il peut désigner aussi bien un intérêt sur un bien collectif, et donc le droit d'un groupe, qu'un intérêt sur un bien collectif et le droit d'un individu à exercer collectivement avec d'autres individus. Alors dans ce qui suit, j'utiliserai droit de groupe ou droit corporatif pour désigner le premier type d'intérêt et de droit collectif, et le terme droit collectif, stricto sensu, pour désigner les intérêts et les droits individuels à exercer collectivement. Donc c'est très important de saisir cette opposition. Pour toutes les raisons que j'ai données ce matin, les droits scientifiques principaux devraient être considérés comme des droits participatifs et donc comme des droits collectifs, c'est-à-dire des droits individuels à exercer collectivement. Bien sûr, je l'ai dit aussi, il peut y avoir des bienfaits diffus de la science dont il est possible de profiter individuellement et sans la participation immédiate d'autres personnes. Et la même chose vaut pour la conduite de recherche scientifique qui peut parfois se faire seule. Par conséquent, il est possible de dériver des droits scientifiques principaux, des droits scientifiques dérivés, qui sont, quant à eux, purement individuels et donc non participatifs. À cela s'ajoute une spécificité, la dimension participative et collective du bien protégé par les droits scientifiques implique en effet de reconnaître la valeur distincte des communautés scientifiques qui doivent donc aussi se voir reconnaître des droits distincts de leurs membres. Et je parlerai ici de droits scientifiques corporatifs qui correspond à un troisième groupe de droits scientifiques qu'on peut considérer comme des droits instituants. Donc les premiers seraient principaux, les deuxièmes dérivés des principaux, et les troisièmes, ces droits scientifiques de groupe corporatifs, seraient des droits instituants de la communauté scientifique. Cette opposition entre droits principaux participatifs et donc collectifs ou corporatifs et droits dérivés individuels correspond à la distinction qui est faite parfois en droit constitutionnel, notamment en droit constitutionnel allemand ou français, entre la garantie institutionnelle des droits scientifiques et la garantie personnelle de ces mêmes droits. Par exemple, la liberté de recherche scientifique est un droit qui peut être qualifié aussi bien de liberté participation collective que de liberté personnelle. Surtout, la liberté de recherche scientifique donne à la fois naissance à des droits collectifs et corporatifs au titre de sa garantie institutionnelle. La liberté de recherche, dans ce cas, peut être invoquée collectivement par les membres des institutions de recherche, mais aussi par ces institutions elles-mêmes en tant que groupe. La référence à la dimension collective de certains droits de l'homme n'est pas seulement source de confusion conceptuelle, que j'espère avoir dissipée en vous présentant ces trois catégories de droits, mais elle fait aussi l'objet de critiques au titre de l'individualisme méthodologique qui domine encore en droit international des droits de l'homme. Alors, je traiterai de deux objections ici. La première objection porte sur les droits scientifiques corporatifs, évidemment. La crainte est que la protection des droits des communautés scientifiques, par exemple des institutions de recherche, se fasse au détriment des droits des membres de ces communautés, comme les chercheurs au sein des institutions de recherche. C'est une version de la critique individualiste désormais bien établie du droit des groupes. Cette critique considère que les droits des groupes ne peuvent se justifier que de manière instrumentale et dérivée du droit des membres de ces groupes. En conséquence, les droits de ces groupes ne seraient qu'une agrégation de droits individuels et devraient être conditionnés à leur devoir de ne pas mettre en danger les droits collectifs de leurs membres. Je ne partage pas cette conception des droits de l'homme, pour les droits de l'homme en général et pour le droit de l'homme à la science en particulier. Il me semble que la reconnaissance de l'intérêt collectif à la science, dont je vous ai parlé ce matin, implique décidément de reconnaître la valeur inhérente des communautés scientifiques qui rendent ces pratiques possibles en premier lieu par leur institution et leur organisation propre, et donc implique par conséquent de leur reconnaître des droits. J'y reviendrai. La deuxième objection à la dimension principalement collective du droit de l'homme à la science tient au fardeau qu'une telle conception de ce droit pourrait imposer aux titulaires de droits scientifiques individuels ou collectifs. C'est une critique qui a été présentée par Denise Rhéaume en particulier. Elle nous dit « Pour garantir une pratique sociale, il est nécessaire qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent activement et sincèrement à cette pratique, entre autres choses. Il n'est pas nécessaire que tout le monde y participe, nous dit-elle,
mais un nombre important doit le faire. Et donc, cela génère un fardeau pour ce nombre important. En réponse à cette critique, j'aimerais d'abord signaler que les obligations qui naissent du droit de l'homme à la science en droit international sont des obligations institutionnelles, qui sont portées par des institutions, les États ou les organisations internationales, et pas par des individus. Et c'est l'intérêt de cette médiation institutionnelle des obligations de droit de l'homme que de canaliser les obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science et d'alléger par conséquent le fardeau qui pèserait sinon sur chaque individu. Par ailleurs, l'obligation institutionnelle des États d'organiser la science et d'assurer sa qualité participative n'implique pas du tout de contraindre tout le monde à y participer. Il suffit que le maintien minimal d'une pratique scientifique soit assuré, grâce par exemple à un financement public qui serait réparti de manière diffuse sur les prélèvements fiscaux. Dans tous les cas, le droit de participer à la science implique aussi, et j'y reviendrai la semaine prochaine, la protection du droit de ne pas participer. Alors venons-en maintenant à une brève présentation des 3 types de titulaires du droit de l'homme à la science. Je ne fais que présenter les titulaires parce que le contenu de ces droits, je vous les présenterai la semaine prochaine. Alors, le premier groupe de droits, ce sont les droits scientifiques principaux. Ce sont des droits individuels à exercer collectivement en participant à la pratique sociale qu'est la science. Ces droits, je l'ai dit, ne signifient pas que chacun ait le droit de participer de la même manière ou en la même capacité à la recherche scientifique. Ce sont des droits des scientifiques, mais aussi des non-scientifiques. Ces droits n'impliquent encore moins que tout le monde ait le droit à devenir un scientifique, je l'ai dit, mais je préfère le répéter. Deuxième groupe de droits, les droits scientifiques dérivés des premiers. Ce sont les droits individuels à exercer individuellement. Ces droits ne sont que dérivés des droits collectifs principaux, parce que, je l'ai dit, le bien de la science est un bien public participatif, et donc ce bien n'est individuel que de manière dérivée de l'existence et de la reconnaissance et de la protection du bien participatif. De nouveau, ces biens individuels, ces droits individuels, sont des droits des scientifiques, autant que d'autres membres non scientifiques du public. Ce sont aussi bien des droits de participer à la pratique scientifique en différentes capacités qu'à ses bienfaits. Et donc il faut éviter de considérer que les droits scientifiques principaux seraient des droits de participation à la pratique scientifique et que les droits scientifiques dérivés ne seraient que des droits individuels de jouir passivement de cette pratique, qui est précisément la critique que j'ai faite du droit dans sa version 1966. J'en viens maintenant à la question la plus intéressante, qui est celle du troisième groupe de droits de l'homme à la science, les droits scientifiques instituants, les droits corporatifs. Les communautés scientifiques bénéficient aussi, je l'ai dit, de droits scientifiques à titre corporatif. Alors pour qu'une communauté scientifique soit reconnue comme telle, il faut qu'elle soit organisée à des fins scientifiques, et donc de manière à permettre, je l'ai dit, l'acquisition et la consolidation de savoirs fiables et contestables. Il peut s'agir d'institutions scientifiques de type de celles qui sont aujourd'hui devenues dominantes, comme les universités ou les académies, mais il peut aussi s'agir d'autres communautés scientifiques, comme celles que l'on rencontre dans la production des savoirs locaux ou autochtones. Ces communautés peuvent être instituées ou organisées sur le plan national ou transnational. Elles peuvent être organisées autour de savoirs spécifiques, comme les savoirs médicaux, les savoirs agricoles ou les savoirs de navigation, ou alors être des institutions généralistes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser du point de vue du droit international des droits de l'homme, la dimension publique de certaines de ces institutions scientifiques, par exemple nos universités, n'est pas un obstacle à la reconnaissance de leurs droits scientifiques corporatifs. Comme je l'expliquerai dans la 6e leçon, en effet, le droit d'organisation de la science d'un État devrait être abordé comme du droit social plutôt que comme du droit administratif qui ferait de ces communautés scientifiques des organes de l'État comme les autres. Ce n'est qu'à ce prix de distinguer le droit administratif du droit scientifique, qui serait une forme de droit social, que l'autonomie des communautés scientifiques à l'égard de l'État peut être pleinement garantie, comme d'ailleurs la liberté de recherche de leurs membres. Et j'y reviendrai bien sûr plusieurs fois. En revanche, des droits scientifiques corporatifs ne peuvent pas être reconnus à des personnes morales de droit privé
comme les entreprises. Malgré l'implication grandissante du secteur privé dans la recherche, ces groupes ne sont pas des communautés scientifiques. Leur savoir, pour autant qu'elles en développent, ne remplissent en effet pas les critères de fiabilité et de contestabilité mentionnés précédemment, et même s'ils devaient les remplir, la poursuite d'un objectif commercial est incompatible avec le désintéressement, qui est l'un des principes constitutifs du kudos et de la structure normative de la science. Elle contredit en effet la nature de bien public de la science, dont la valeur est collective. Elle ne peut jamais être privatisée. J'y reviendrai dans la 4e leçon. Alors je vais maintenant m'appesantir un petit peu plus longuement sur les droits scientifiques corporatifs des peuples autochtones, ou au sein de ces peuples, des institutions qui organisent la pratique scientifique. En effet, le traitement des savoirs dits autochtones, locaux ou traditionnels, en vrac, parce qu'on les appelle de cette manière-là sans vraiment bien les distinguer, révèle combien la conception dominante de la science influence encore malheureusement l'interprétation actuelle du droit de l'homme à la science. Voilà par exemple un extrait de l'observation générale numéro 25, où le comité discute les savoirs autochtones. Les termes utilisés, par exemple, impliquent qu'il y aurait une science, au singulier, et pour le reste, des connaissances locales ou autochtones au pluriel. Les termes utilisés révèlent en outre une approche paternaliste de la protection de ces savoirs, par le contrôle, voire purement instrumental, en ce que ces savoirs, notamment biologiques, pourraient être précieux pour ne pas être utiles, par exemple, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les droits collectifs relatifs aux savoirs autochtones, toujours dans cet extrait, sont tout au plus des droits des peuples autochtones à leur savoir, qui découleraient non pas du droit de l'homme à la science, mais du droit à l'autodétermination des peuples. Enfin, lorsque cette observation envisage les droits scientifiques des peuples autochtones, vous voyez qu'il s'agit avant tout de droits passifs, de propriété intellectuelle, alors que nous le verrons la semaine prochaine, les droits de propriété intellectuelle ne sont pas des droits de l'homme et ne sont véritablement pas au cœur du droit de l'homme à la science. Il me semble qu'il serait bénéfique d'aborder ces savoirs autochtones sous l'angle du droit de l'homme à la science. Ce serait important tout d'abord pour la protection de la diversité scientifique. Comme je l'ai expliqué, la science contemporaine doit être considérée comme étant tout aussi collective et participative que certaines pratiques scientifiques locales. Par ailleurs, la science contemporaine est elle aussi issue d'une culture scientifique européenne et ensuite de l'absorption par celle-ci de plusieurs cultures scientifiques différentes, plutôt que d'un universel scientifique préexistant. Enfin, la science contemporaine est elle aussi transmise de génération en génération et s'insère elle aussi dans une tradition et dans une histoire. Il est donc temps, me semble-t-il, de tourner la page de la conception popérienne dominante de la science qui la conçoit aujourd'hui encore comme individuelle, universelle et éternelle, et donc comme aparticipative, aculturelle et ahistorique. Deuxième intérêt à saisir ces savoirs locaux sous l'angle du droit de l'homme à la science, eh bien protéger ces savoirs eux-mêmes en tant que science, dans la mesure évidemment où ils sont fiables et contestables, plutôt que de continuer, comme nous le faisons souvent, à les déclasser en droit culturel, folklorique ou religieux. Cela aiderait notamment à beaucoup mieux saisir la structure normative propre de ces savoirs et à beaucoup mieux les protéger. Ce qui distingue un savoir culturellement situé d'un autre savoir culturellement situé réside dans la structure institutionnelle propre de chaque type de savoir et par extension dans une variété de formes, de situations historiques des institutions du savoir dans chaque communauté scientifique. C'est ce qu'a très bien expliqué Manuela Carneiro da Cunha dans sa leçon inaugurale sur une chaire annuelle ici au Collège de France, à la suite de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Le cadre normatif et institutionnel de la science européenne moderne, qui est devenue la science unique du monde pour toutes les raisons que je vous ai présentées la semaine dernière et ce matin, n'est donc pas du tout le seul cadre institutionnel et juridique de la science qui est envisageable sous le droit de l'homme à la science. Alors nous reviendrons à cette question évidemment cet après-midi dans le séminaire de Philippe Descola qui sera consacré à la protection des savoirs autochtones. Ceci m'amène à une question ouverte, celle des droits scientifiques
de personnes dont nous n'avons pas encore parlé, qui ne sont pas des individus, qui ne sont pas des groupes d'individus, ni des groupes en soi, mais qui sont les générations futures. Alors, avec l'émergence de sciences à impact élevé et durable, comme l'édition génomique ou la géo-ingénierie, s'est posée activement la question du droit de l'homme à la science des générations futures, ou plus correctement dit, à mon avis, des personnes à venir. Et ce, non pas tant en tant que droit de participer à la pratique scientifique et à ses bienfaits, qui sont les deux premiers volets du droit, mais surtout dans la troisième dimension du droit de l'homme à la science, en tant que droit des peuples, des personnes à venir, d'être protégés contre les effets néfastes de la science à venir. Alors, de manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que la question de l'existence des droits des générations futures ou des personnes à venir est notoirement difficile en droit international des droits de l'homme. Alors, ça n'empêche pas de nombreux de mes collègues, notamment mes collègues qui ont publié les principes de Maastricht sur les droits humains des générations futures en juillet 2023, de déclarer l'existence de ces droits. À mon avis, les conditions normatives à la reconnaissance de ces droits en tant que droits de l'homme manquent. Puisque les personnes humaines à venir n'existent pas encore, elles n'ont pas encore la capacité d'avoir des droits aujourd'hui. Mais cela dit, il faut souligner que les personnes à venir ont des droits à venir, et donc déjà des intérêts ici et maintenant qui doivent pouvoir être protégés pour que ces droits à venir puissent advenir un jour. Il est possible dès lors de fonder des obligations imparfaites sur ces intérêts, même en l'absence de droits corrélatifs des personnes à venir. Il s'agit d'obligations imparfaites de ne pas porter atteinte à l'effectivité des droits à venir de ces personnes. Alors je reviendrai sur ces droits des personnes à venir dans la 5e leçon, où je vous parlerai justement de ces sciences émergentes à risque très élevé et impact durable sur l'humanité et donc sur les personnes à venir. Alors j'en viens maintenant à mon dernier point, qui sera plus bref, celui des débiteurs du droit de l'homme à la science. En l'état du droit international des droits de l'homme, les obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science sont des obligations institutionnelles. Elles sont dues par des institutions publiques, les États principalement, mais aussi les organisations internationales. Les droits de l'homme ne fondent pas d'obligations pour les personnes privées. Vous n'avez pas, en tant que personne privée, des obligations de droits de l'homme, y compris au titre du droit de l'homme à la science. Vous n'êtes pas des débiteurs du droit de l'homme à la science. Qu'il s'agisse de personnes privées physiques, comme vous et moi, ou bien sûr de personnes morales, de groupes, voire même d'institutions de recherche ou de communautés scientifiques. Mais ces dernières, ces communautés scientifiques ou ces personnes privées physiques ou morales peuvent se voir reconnaître par le droit international ce qu'on appelle des responsabilités pour les droits de l'homme, et notamment des responsabilités pour le droit de l'homme à la science. Et donc, dans ce qui suit, je vous parlerai des débiteurs institutionnels d'obligations individuelles et collectives qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science. Et de manière subsidiaire, dans un troisième point, je vous présenterai les débiteurs individuels et institutionnels de responsabilité pour le droit de l'homme à la science. Alors, je commence avec le premier point, les débiteurs institutionnels d'obligations scientifiques. En vertu du droit international des droits de l'homme, les obligations institutionnelles des États et des organisations internationales qui correspondent au droit scientifique doivent être considérées avant tout comme des obligations individuelles. Non pas tant parce que ces institutions sont des individus, elles ne le sont pas, ce sont des obligations institutionnelles dues par des institutions. Mais ces institutions doivent ces obligations de manière individuelle, c'est-à-dire qu'ils doivent ces obligations relatives aux droits de l'homme à la science uniquement aux personnes qui leur sont liées de manière individuelle. Ces obligations naissent en effet dans ce qu'on appelle un contexte de juridiction. Elles sont dues aux titulaires des droits qui sont situés sous la juridiction de chaque État, sous son contrôle effectif. Il est donc essentiel de bien comprendre la chose suivante. Bien que le droit de l'homme à la science soit un droit de toute personne dans le monde, les obligations qui sont dues à chacune de ces personnes dans le monde ne sont pas dues en même temps à cette personne par tous les États et organisations du monde, mais uniquement par les États et organisations qui exercent
un contrôle effectif sur ces personnes. Alors certes, la même personne ou le même titulaire du droit de l'homme à la science peut se trouver sous le contrôle effectif de plusieurs institutions publiques à la fois. C'est le cas lorsqu'un État exerce son contrôle effectif sur une personne située en dehors de son territoire, par exemple parce qu'il occupe ce territoire militairement. Dans ces cas, qu'on appelle des cas de juridiction extraterritoriale, plusieurs États vont devenir débiteurs envers cette même personne. L'État dont c'est le territoire et l'État qui occupe ce territoire. Et on va parler dans ces cas-là de juridiction concurrente de deux États, une juridiction territoriale et une juridiction extraterritoriale. Alors en matière scientifique, cela se produit aussi. Un exemple de juridiction et d'obligation concurrente serait celui des juridictions et des obligations concurrentes de l'État dans lequel réside une chercheuse dont la liberté scientifique est restreinte par son institution de recherche, mais aussi de l'État étranger qui finance et oriente les recherches de cette chercheuse au sein de cette institution. Les deux États, dans mon exemple, exercent un contrôle effectif sur la chercheuse, l'un sur son territoire, puisque cette chercheuse est sur son territoire, et l'autre depuis l'extérieur, parce que l'autre exerce une influence sur l'institution de recherche. Les deux États deviennent alors débiteurs d'obligations différentes, mais concurrentes au titre de la liberté recherche de cette chercheuse. Pour mémoire, un État débiteur d'obligations en matière de droits de l'homme doit les respecter lorsqu'il agit par le biais de ses propres organes, mais aussi lorsqu'il a chargé une personne privée ou un groupe privé, ou une personne ou une institution qui n'est pas un organe officiel comme une institution de recherche, d'agir pour lui, ou alors qu'il contrôle effectivement les actions de cette personne ou de cette institution, par exemple par la fixation d'un programme de recherche contre financement. Et même lorsque ça n'est pas le cas, l'État peut être tenu responsable pour négligence s'il n'a pas empêché une personne, un groupe privé ou une institution de recherche de nuire au titulaire du droit de l'homme alors qu'il en avait la capacité et la connaissance raisonnable. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur les débiteurs institutionnels d'obligations scientifiques individuelles, qui sont dues au titre de la juridiction individuelle. Ce qui est tout à fait impressionnant et remarquable et unique au droit de l'homme à la science, c'est que ces débiteurs institutionnels sont aussi débiteurs d'obligations scientifiques collectives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la mesure où le droit de l'homme à la science a pour objet une pratique scientifique dont le champ est potentiellement universel, les obligations relatives au droit de l'homme à la science sont aussi collectives. Elles sont dues par chaque État ou institution publique aux personnes sous sa juridiction respective, mais tous les États qui exercent leur juridiction sur leurs titulaires respectifs doivent leurs obligations en parallèle à ces titulaires différents. En somme, chaque État doit des obligations uniquement aux personnes sous sa juridiction, mais les doit ensemble avec tous les autres en même temps. C'est vraiment unique. La justification de cette dimension collective des obligations qui sont dues au titre du droit de l'homme à la science est double à mon avis, et c'est ce qui mérite d'appeler ces obligations des obligations collectives. Première justification, en tant que droit dont le champ est souvent transfrontière et universel, le droit de l'homme à participer à la science ne peut être efficacement protégé que si tous ces débiteurs d'obligations dans le monde, c'est-à-dire les États et les organisations, coopèrent pour spécifier, allouer et remplir les obligations qu'ils encourent séparément à l'égard des personnes qui relèvent de leur juridiction. Deuxièmement, et c'est lié, la nature collective des obligations scientifiques est également une condition de la faisabilité de la protection des intérêts des titulaires des droits contre des menaces aux droits scientifiques qui sont devenues désormais mondiales. Comment sinon, sans cette collectivité de débiteurs, et pour prendre un exemple, est-ce que la France pourrait respecter effectivement le droit d'une chercheuse, d'une institution universitaire française, de participer au développement de la connaissance scientifique en paléoanthropologie, sans que le même droit d'autres chercheuses situées dans d'autres États, par exemple le Maroc, soit protégé par ces États, le Maroc? Et surtout, comment protéger ces différentes chercheuses sans accès aux dernières données publiées par les unes et les autres, un accès qui est menacé désormais par les droits de propriété intellectuelle internationaux, qui sont acquis par de grands groupes éditoriaux transnationaux, et sur lesquels les États doivent absolument pouvoir exercer une pression ensemble pour espérer protéger leurs chercheuses respectives chez eux. Donc, j'espère que vous aurez compris ici
l'importance et la qualité tout à fait particulière des obligations dues au titre du droit de l'homme à la science et à la qualité collective de ces obligations institutionnelles. Alors, pour permettre la coordination de ces obligations scientifiques collectives, il faut que les États et les organisations internationales mettent en place des institutions internationales pour coordonner et coopérer autour de leurs obligations. Et cette obligation renforcée de coopération internationale est d'ailleurs garantie à l'article 15, paragraphe 4 du PIDESC, que je vous remontre à nouveau. Vous voyez qu'il insiste sur l'importance de la coopération, et ça n'est pas pour rien, cette coopération est essentielle à la mise en œuvre des obligations collectives qu'ont les États au titre du droit de l'homme à la science. Je vous expliquerai le contenu de cette obligation de coopération la semaine prochaine, parce qu'elle est complètement ignorée et sous-estimée à l'heure actuelle, alors qu'elle est évidemment vitale à la protection de la science et du droit de l'homme à la science. Enfin, rapidement, il existe aussi, je l'ai dit tout à l'heure, en droit international des droits de l'homme, quelque chose qu'on ignore quelquefois et qu'on appelle les responsabilités pour les droits de l'homme. Ces responsabilités pour les droits de l'homme, elles existent aussi en matière de droits de l'homme à la science. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des responsabilités qui permettent de dire que même si les personnes privées, physiques ou morales, n'ont pas strictement parlant d'obligation en droit international de droits de l'homme, elles encourent néanmoins des responsabilités pour la mise en œuvre des droits de l'homme. Elles doivent appuyer les États dans la mise en œuvre de leurs obligations stricto sensu. Alors ces responsabilités pour les droits de l'homme, elles sont très différentes des obligations de droits de l'homme, elles sont différentes en termes de contenu, elles n'ont pas du tout le même contenu que celles des États, mais surtout, elles sont différentes parce qu'elles n'ont pas de titulaire. Donc quand on dit une communauté de recherche ou une entreprise a des responsabilités pour le droit de l'homme à la science, on ne dit pas que ces responsabilités peuvent être invoquées par le titulaire du droit de l'homme à la science, mais ces responsabilités existent. Et pour pouvoir les activer, il faut évidemment absolument pouvoir les coordonner. Et là aussi, on a besoin de mettre en place des institutions internationales communes qui permettent aux différents responsables de responsabilité pour le droit de l'homme à la science de se coordonner dans la responsabilité. Si l'on ne coordonne pas les responsabilités pour le droit de l'homme à la science, on va rencontrer ce qu'on appelle dans le langage courant un problème du trop de mains, le too many hands problem. Quand vous êtes beaucoup à devoir quelque chose et que ces responsabilités ne sont pas coordonnées, eh bien que se passe-t-il ? Rien du tout, parce que personne ne fait rien. Et donc c'est précisément ce too many hands problem, cette multiplicité de responsables pour le droit de l'homme à la science, qui va s'agir de résoudre, notamment par le biais de la coordination. Et nous verrons la semaine prochaine que les communautés de recherche, en tant que communautés de recherche scientifique qui ne sont ni strictement publiques ni strictement privées, je l'ai dit, encourent aussi des responsabilités pour le droit de l'homme à la science, et ces responsabilités sont absolument essentielles. À partir du moment où l'on dit, comme je l'ai dit dans ce cours, que les communautés de recherche, les groupes, les communautés scientifiques ont des droits scientifiques corporatifs, eh bien, comment protéger potentiellement les membres de ces communautés de recherche contre les communautés ? Eh bien, précisément par le respect de ces responsabilités pour le droit de l'homme à la science. C'est comme ça qu'on pourra protéger, par exemple, les membres de recherche féminins d'institutions de recherche dont l'égalité scientifique ne serait pas, par exemple, suffisamment reconnue. C'est comme ça qu'on pourra protéger la liberté académique des membres de communautés de recherche qui sont protégés par un droit scientifique, mais qui doivent aussi être responsables envers leurs membres. Donc c'est une question vraiment absolument essentielle aujourd'hui, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine quand je vous parlerai du contenu des obligations et des responsabilités pour le droit de l'homme à la science. La semaine prochaine, je terminerai ce guide théorique du droit de l'homme à la science en vous parlant de son champ, de son contenu et de ses limites. Et puis, pour l'heure, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver cet après-midi pour le séminaire du professeur Descola, qui nous parlera, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la protection des savoirs autochtones. Donc, ça nous permettra d'illustrer et d'approfondir ce que nous avons vu ce matin.
Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine ou à cet après-midi. Merci beaucoup.